Un nuage de fumée a envahi les lieux, une plantation de bananiers entièrement dévastée pour venir à bout des flammes. L'incendie réussit à mobiliser pratiquement toute la ville de Konsamba. La scène se passe au lieu dit quartier 11 et sans la moindre présence des sapeurs-pompiers. Le courroux de la population n'a point d'égal que sa bravoure. C'est inadmissible. Changer. Parce que voilà deux maisons qui sont brûlées comme ça, sans que les sapeurs ne viennent se présenter. Ils disent que les voitures sont gâtées. Nous, les gens qui sortons de loin, parce qu'on a vu le feu venir. D'où on a pris la moto pour venir poursuivre le feu là. Nous activons le travail pour venir poursuivre le feu. À côté des sapeurs-pompiers qui ont brillé par leur absence, la situation s'aggrave davantage. Konsamba est sans eau. Les robinets ne coulent pas, du moins normalement. Le salut de la population viendra du commandant de compagnie, le capitaine Daniel Frist, qui interviendra auprès de la Camwater. On essayait de casser les tuyaux, l'eau ne coulait pas. C'est après que le capitaine est arrivé qu'il a intervenu et l'eau est arrivée. On fait l'habitation on utilise encore l'eau. Comme les conditions sont sales, ils écrivent des machins, ils vous donnent des prix. Et ils vont voler le travail. Avec l'audace de la population et la débauche d'énergie sur le terrain, le feu n'a fait aucun mort, mais des maisons parties en fumée, traînant derrière elles d'importants dégâts matériels. Beaucoup de pertes. En matériel, on n'a rien retiré. Rien n'est retiré. Les maisons étaient tout brûlées. Tout. Les diplômes de l'enfant, tous les diplômes des enfants. Les diplômes des enfants. Tout. L'argent gardé, brûlé, tout. La ville aux deux monts aura donc frôlé le pire ce jeudi. Un incendie dans une ville sans eau et sans les soldats du feu, pourtant habitués à réagir promptement à chaque fois qu'ils sont appelés en renfort. Moins de 35% du taux de scolarisation dans une commune où la population est majoritairement en âge scolaire. Les inondations qui trouvent encore terrain fertile par manque de canalisation. Sur la route, la fluidité dans la circulation continue à préoccuper la population. Une population qui, à l'occasion de l'installation de ces exécutifs municipaux, nourrit encore d'innombrables attentes. Qu'ils essaient d'imprimer leur marque sur le terrain en apportant du concret sur le terrain avec des réalisations physiques et tangibles. J'attends que les infrastructures routières prennent corps, et même sanitaires. Le maire de Maroua II sait sur quel levier s'appuyer pour répondre aux besoins de sa population. Mon premier cheval de bataille, c'est d'abord l'établissement des actes de naissance à nos enfants parce que la sous-scolarisation est en train de sévir dans mon arrondissement. S'il faut voir aujourd'hui cette pièce maîtresse en manque auprès de nos élèves, aujourd'hui nous sommes à 30% de la scolarisation au niveau de l'arrondissement de Maroua II. À Maroua III, la priorité est sur les infrastructures et dans les écoles. On est en train de faire les canalisations. On vient de commencer. Deuxième aspect, c'est les hôpitaux et les écoles et les tables banques. Joindre la parole aux actes, c'est la recommandation de l'autorité administrative lors de l'installation de ces différents maires dans leurs fonctions. Le chef de l'État attend de tous les maires maintenant, c'est de se mettre au travail pour changer, pour améliorer, comme je l'ai dit dans mon discours, substantiellement les conditions de vie des populations. Les populations ont élu les maires pour qu'ils travaillent pour leur propre compte, pas pour le compte individuel de chaque élu. La cérémonie d'installation à la place de fête de Maroua a fait foule. Des rythmes du terroir disputent la scène avec plein d'autres activités culturelles et la course hippique, question de réaffirmer la vitalité de la jeunesse des communes qui n'attendent que le développement. Malheureux, bienvenue.
Cette action pleine d'émotion était à l'occasion de la 5e étape, consacrée à la tournée de prise de contact du préfet du Lom-et-Dierem, Donatien Boniomo. Accompagné de son état-major, celui-ci a marqué un premier arrêt au lycée bilingue de Bertoua, où, après s'être entretenu avec les élèves, il a reçu de la part du proviseur des prisons, puis des difficultés allant dans le sens de l'amélioration du système éducatif. Et il y a des problèmes que beaucoup d'enfants n'aiment pas payer les pensions, où on appelle les frais exigibles et l'APE, en pensant que comme il y a le Covid, environ 2500 ou 700 à 3000 élèves qui n'ont pas encore payé. De là, le prochain arrêt était ici, au marché de Yadja, et puis là, à la carrière de Bertoua 2. La dernière étape de cette tournée plutôt colorée, dans une ambiance particulière, la place des fêtes du 2e arrondissement de la capitale du Soleil Levant a servi de cadre pour l'orchestration de plusieurs activités. Dans son allocution, le maire de Bertoua 2 a relevé de nombreux problèmes liés à la collaboration entre les différents arrondissements. Parmi ces problèmes, les difficultés d'acquérir les terres, monsieur le préfet, pour exploitation et mise en valeur de plusieurs projets communaux en raison de mauvaises limites territoriales avec les arrondissements de Bertoua 1er et de Manjou. Toujours selon le maire Omer Sola Pitol, le préfet Donatien Boniomo a invité les parents à se concentrer sur l'éducation des enfants. Il demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Il demande aux parents de former non seulement les intellectuels, mais les travailleurs, les enfants prêts, n'est-ce pas, à servir leur pays. Rappelons qu'à l'occasion, les populations ont marqué leur hospitalité par la remise au préfet de nombreux cadeaux. Dans le département du Mungo, ils sont estimés à 40 000 les déplacés internes des zones anglophones vivant dans les 13 arrondissements. Des personnes qui ont fui laissant tout derrière elles afin de se protéger des affres de la guerre. Dans l'optique de faciliter leur réinsertion, l'Association internationale pour le développement de l'éducation a établi et remis 192 actes de naissance à leurs enfants. Un geste qui donne à ces petits innocents une existence légale pour mieux préparer leur avenir. Quand nous on était de l'autre côté du sud-ouest, on courait, on était chassés par des gens inconnus, par des gens inconnus, on était chassés. Donc en fuyant, on a tout abandonné de l'autre côté, les actes de naissance, les CNI et consorts. Donc aujourd'hui que nos enfants ont leurs actes de naissance, ça va leur permettre de poursuivre leurs études. L'action cadre avec les objectifs du gouvernement de renforcer le système d'état civil d'une part et d'autre part de trouver des solutions durables aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes déplacées. Cela traduit pour cette organisation leur soutien, leur sympathie et leur effort à poursuivre aux côtés du gouvernement la recherche des solutions définitives à cette crise. Et nous apprécions cela au plus haut niveau et nous pensons que ces efforts qui aujourd'hui relèvent d'une association vont se disséminer et vont susciter au niveau des autres acteurs. Selon le recensement effectué par l'Association internationale pour le développement et l'éducation, près de 1078 enfants déplacés internes ne possèdent pas d'acte de naissance dans le Mungo. Au Cameroun, 75,8% de la population active, c'est-à-dire située dans la tranche 15-60 ans, est en situation de sous-emploi et près de 9% en situation de chômage. De nombreux rapports d'études réalisés sur cette cible dite vulnérable révèlent que cette situation de précarité les expose à la délinquance et au grand banditisme, y compris l'enrôlement dans des bandes pour extrémisme violent. Améliorer l'accès des jeunes aux emplois à travers l'entrepreneuriat et l'insertion sur le marché de l'emploi est un grand défi du Bureau Pays Cameroun, du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers le laboratoire d'accélération du Cameroun, lancé ce vendredi à Yaoundé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce laboratoire se tient aux côtés du Cameroun au moment où le chef de l'État a fait de
la lutte contre le chômage des jeunes une cause nationale et la formation professionnelle une priorité nationale. Le laboratoire d'accélération du Cameroun est également l'occasion de résorber une des contraintes alimentant le chômage et le sous-emploi des jeunes, à savoir la faiblesse de l'écosystème d'orientation professionnelle. Un partenaire comme le PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre de ce laboratoire, se tient aux côtés du Cameroun et aide notre nation, à travers leur expérience, à mettre en place les voies et moyens qui permettent donc de déceler les difficultés dans la mise en œuvre de différentes politiques, à travers donc ce laboratoire qui se multiplie. Le lancement du LAC Lab a été couplé au salon de l'orientation professionnelle qui donne aux jeunes la possibilité de recevoir des conseils sur l'orientation professionnelle, aussi de rencontrer des centres de formation et universités, par ailleurs de s'initier aux techniques de création entrepreneuriale et de recrutement. Vous savez aussi qu'on a toujours qualifié les hôpitaux publics de structures sales, de structures où on ne reçoit pas des gens avec beaucoup de sourires et tout le reste. Nous voulons changer tout cela. Et c'est ça notre but ici. Quand nous venons comme ça à une fête de l'excellence, c'est pour donner le signal à ce personnel, leur dire nous sommes avec vous. Nous voulons que les choses changent, nous devons faire ce bond en avant. Et donc la perspective ici, c'est que nous ayons d'abord toutes les spécialités et un plateau technique qui puisse nous permettre de prendre en charge les pathologies les plus chroniques, de prendre en charge tout ce que nous pouvons faire dans le domaine médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que nous étions censés faire évacuer vers l'extérieur, il faut qu'aujourd'hui nous puissions les prendre en charge ici. Certains services qui n'existaient pas avant, comme les services, les centres de mondialistes, nous voulons avoir installé un centre de mondialistes ici. Et donc, nos ambitions pour cet hôpital est grande. Et c'est pour ça que vous nous voyez régulièrement ici pour pousser ce personnel à beaucoup plus d'excellence, pour pousser les dirigeants de cet hôpital à mieux tenir en main l'hôpital. Et puis nous, maintenant, de notre côté, nous mettrons le paquet pour que le plateau technique soit à la hauteur de ce que nous voulons pour cet hôpital. On connaît déjà le premier qualifié pour les demi-finales de la CAN de moins de 20 ans. Le Ghana s'est emparé du premier billet en écartant le Cameroun au tir au but jeudi à Nouakchott en Mauritanie. Pas forcément favori du coup d'envoi, car qualifié seulement parmi les meilleurs troisièmes du groupe. Dos à dos, après 90 minutes, malgré plusieurs occasions nettes de chaque côté, les deux anciens vainqueurs de l'épreuve ont attendu la prolongation pour trouver la faille sur une tête de Camerounais Kevin Prince Mila, trouvé à la 103e minute sur un corner frappé par Etienne Eto'o. Un coaching gagnant de la part du sélectionneur Christophe Ousmanou, car les deux joueurs étaient tous deux entrés en jeu. Mais les Blacks Satellites ont réagi aussitôt et égalisé sur une reprise un peu ratée dans la surface de Franck Boitin, lui aussi sorti du banc. Donc le rebond a surpris Junior Ukeb Ntona Wislo, gardien de but à la 104e minute. Tout s'est donc joué au tir au but et après deux premières tentatives réussies de chaque côté, les Camerounais ont échoué sur leurs deux suivantes, Ali trouvant la barre, puis Mila voyant sa frappe très molle, facilement bloquée par Ibrahim, permettant ainsi au Ghana d'accéder aux demi-finales.